Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur de la perf, le podcast by Formafoot. On se retrouve dans ce premier épisode avec Maxime Gonalon et Cyril Dols. On va notamment échanger sur la mentalité du footballeur, le mental du footballeur nécessaire pour réussir au haut niveau. On prendra des exemples notamment sur la carrière de Maxime à travers les différents championnats qu'il a connus, ainsi que sa collaboration avec Fabien tout au long de sa carrière. On prendra aussi les anecdotes de Cyril et ses 30 ans d'expérience à l'Olympique Lyonnais et notamment sa collaboration avec Bastien Angelos sur les U15 de l'Olympique Lyonnais où ils ont pu mettre pas mal de choses en place pour développer un peu le mental du footballeur. Avant d'écouter cet échange, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à partager à toute personne que ça pourrait intéresser. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en un mot ou une expérience ? Alors une phrase. Moi je dirais plus un mot. C'est ce qu'on m'a transmis, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau du club, à la formation, à la préformation, c'est je dirais l'humilité. Je pense que c'est toujours ce qu'on m'a inculqué, comme je disais tout à l'heure, au niveau de mes parents, ma famille, et puis tous les éducateurs que j'ai pu avoir durant ma préformation, ma formation, et ce qui m'a permis de rester l'homme que je suis, et ça, je peux que leur en remercier. Ok, pas mal pour commencer déjà. Cyril, toi t'as... Alors moi, c'est une anecdote. Ce qui me représente, c'est que il y a 3 ans, j'étais le témoin de mariage de mon adjoint. Il y avait tout mon staff. Et ça, c'est un symbole pour moi d'avoir fédéré une famille, pas une famille de sang, mais une famille de cœur, en étant tous sur un événement qui est unique dans une vie. Et je trouve quand on connaît la personne, on peut comprendre avec lequel on travaille dans la vie professionnelle. Et pour moi, c'est un symbole fort. Le staff, s'il est fort, il peut se passer plein de choses. Et c'est ces relations humaines qui sont importantes dans le foot et on oublie souvent l'humain. Totalement d'accord. Et pour rebondir, est-ce que, Bast, tu aurais un mot, une phrase, une expérience avec Cyril qui pourrait décrire, présenter Cyril ? J'en ai plein des expériences avec Cyril. On a bossé 3 ans ensemble au quotidien. J'en ai plein. Moi, je pense que le mot vraiment qui caractérise Cyril, je vais choisir un mot un peu plus professionnel, ça va être organisé. Parce que, en fait, moi, quand j'arrive à l'OL, je suis stagiaire encore, et quand je passe avec Cyril, je suis stagiaire, je suis pas organisé. J'ai plein d'idées, ça part dans tous les sens, je suis pas organisé. Par contre, j'arrive avec un mec, il est hyper carré. Et en fait, il m'a permis de me structurer, moi sur le plan pro, de structurer mes idées surtout. Et en fait, c'est catalyseur dans ce que tu peux rendre derrière sur le terrain. Donc je dirais que c'est le mot qui me revient le plus, mais après, bon, il y en a plein d'autres. Pas mal. Et j'ai les terrains les plus... Ok. Max doit s'en souvenir, le vestiaire était organisé. Ouais, c'est... Ouais. C'était militaire, comme on disait. Mais pour moi, c'est le plus important, ça. Si on n'est pas organisé dans la vie. Il y a le maillot dans le short aussi. Ouais, puis après, au-delà de l'organisation, c'est ce qu'il y a derrière. Le mot organisation, derrière, ça engendre aussi la discipline, tu vois, mais aussi l'engagement, tu vois, dans l'apprentissage, le fait d'être motivé tous les jours, enfin de s'atteler au travail tous les jours, dans un process de formation, que ce soit nous en tant qu'hommes ou en tant que préparateur physique ou pour les joueurs, c'est quand même important, quoi. Parce que derrière, quand tu vas plus haut, t'es livré un peu plus à toi-même, quoi. Donc si t'as pas ces infos-là, c'est plus difficile. On avait des bonnes bases. Ouais, voilà. Toi, Fab, est-ce que tu as une expérience avec Max qui te... Alors moi, d'abord c'est un honneur de se retrouver avec deux personnes qui ont une ADN. Dans le football, ça n'existe plus. Moi, à l'inverse d'eux, je suis supporter des Verts. Donc je suis à l'extrême opposé de ces deux personnes qui sont sur le canapé. Mais moi, Max, c'est homme de cœur. Homme de cœur, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai fait toute sa carrière, il m'a jamais déçu. Je l'ai vu pour la première fois, c'était un gamin qui arrivait avec sa copine de la piscine en tongs, et je le reprends aujourd'hui, c'est un homme. Je suis très fier de ce petit gars que j'ai vu il y a longtemps, et pas mal réussi.
Tu peux leur expliquer quand on est resté coincé sur la fenêtre de terrasse. En Les plein hiver. anecdotes, Il y en a anecdotes, on en a des centaines. Coincé par mon frère, on avait rigolé parce que. Moins 15. Séance dehors. Séance dehors, moins 15. Son frère ferme la porte et il nous salue. Sauf qu'on n'avait pas les clés pour rentrer. Ah, on est putain. resté 1 heure à hurler. Des anecdotes, on a beaucoup. Ça fait des souvenirs. Des souvenirs incroyables. Et je remercie Maxou pour toutes ces belles années. Ok, super. Petite transition, un peu d'actualité pour vous deux. Cyril, un livre qui sort aujourd'hui. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui retrace? Un livre, d'abord, c'est un coup de cœur avec une personne parce que je ne l'ai pas fait tout seul. J'en aurais pas été capable. Je l'ai coécrit avec Cyril Collot, qui est un ancien d'OL TV et puis qui est journaliste indépendant maintenant. Écoute, c'est une fable, une histoire de vie. Ma vie de quelqu'un qui n'est rien et puis qui fait quelque chose de... Enfin, j'ai fait des choses extraordinaires. C'est de raconter ça pour que les jeunes, pour que les futurs éducateurs, ils se donnent un rêve et puis qu'ils se donnent les moyens surtout d'y arriver. Et tout est possible quand on a cette envie avec le travail. Voilà. Et puis la deuxième chose également, c'est de remercier tous les gens qui ont été à côté de moi. Parce que j'ai beaucoup donné, mais j'ai surtout beaucoup appris avec tous ces jeunes, avec mes staffs, avec mes joueurs. Et j'ai vécu la plus belle vie que je n'aurais pu souhaiter. Donc c'est vraiment... voilà, c'est pas l'œuvre de ma vie, ce livre, mais c'est une étape. Parce que je suis pas encore fini, mais c'est de raconter... Ah oui, il reste du temps encore. c'est de raconter ce bout de chemin, voilà, de le faire partager. Ok, cool. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te côtoyer et qui pourront leur servir dans leur carrière. Maxime, une retraite toute fraîche avec Ah, je m'ennuie pas. Le plus grand joueur de paddle. d'adieu au Parc OL, c'est quoi la suite du coup après une carrière? Ouais, j'ai eu des beaux adieux. Une carrière Ils ont fait quelque chose de sympa lors du match contre Auxerre. Et je les remercie. C'était un moment plein d'émotions. Et oui, ma nouvelle vie, c'est un peu encore dans le sport. Je me suis mis un peu au trail. Et surtout Ah ouais, Saint-Élion. Et ouais, c'était pas simple. Voilà, ouais. Et le paddle surtout. Paddle, et puis voilà, je profite aussi des enfants. Ils sont aussi dans le football, dans un petit club à Sainte-Foy-les-Lyons. C'est beaucoup d'entraînement, c'est des matchs le week-end. Donc ils sont contents que je suis là parce que les années où tu es dans le football de haut niveau, forcément le week-end ça n'existe pas trop, du moins on n'est pas à la maison, on n'est pas avec les enfants et c'est un réel plaisir de partager ça avec eux et de vivre ça parce que le football c'est quand même ma vie, quoi. Ouais. Super, ok. On va passer du coup à la première partie. On va aborder un peu l'approche mentale et le développement, notamment sur la formation. On est un peu tous concernés ici, donc ça va être enrichissant, je pense. Moi, j'avais une première question qui, justement, me questionne depuis que là, je suis retourné un peu sur les jeunes, et qui, je pense, peut apporter à des gens dans mon cas. C'est comment, d'abord, on aborde un peu le mental chez des jeunes footballeurs. Donc, Cyril, toi qui as un peu cette expérience marquée sur les U15, comment, toi, tu abordes un peu cette partie mentale de manière, on va dire, très informelle, très fondu dans les contenus, on va dire, football? Est-ce que t'as une manière de procéder sur cette partie-là? Alors déjà, au départ, peut-être se dire que le foot change et maintenant je suis accompagné dans mon staff technique, j'ai un prépa mental. Et avant, quand j'ai commencé il y a 30 ans en arrière, on était l'entraîneur, on était l'entraîneur adjoint, on était le prépa physique, on était le prépa mental. Et Le papa. Le papa, ouais. Aussi, ouais. Donc on est maintenant quand même accompagné avec des gens qui arrivent. Je pense que tout ne s'est pas très bien fait dans le football parce qu'on parlait de coach mental, prépa mental, psychologue du sport. Et on voyait ça un petit peu comme des gourous. Et puis je pense que les coachs ont été un petit peu réticents. Mais quand tu regardes bien, maintenant il y a un prépa physique pour le physique, il y a des fois un préparateur de ligne, il y a un préparateur athlétique donc, il y a un adjoint analyse vidéo. Donc vraiment, toutes les pans de la performance sont accompagnés maintenant d'une personne vraiment spécifique. Pourquoi pas pour la prépa mentale? Moi je pense qu'il y a deux voies. Il y a une première voie qui est à la fois hors du terrain et sur le terrain.
Sur le terrain, je pense que c'est l'essentiel parce qu'on est là pour travailler et emmener des joueurs vers l'excellence, vers le haut niveau. Donc leur faire travailler des émotions. Je pense que ce qui est le plus important, c'est les émotions de match qu'on ne retranscrit pas encore assez. On est beaucoup basé sur technique, tactique, physique, c'est important, mais pas assez encore sur le mental. Comment on réagit par rapport à une frustration d'un arbitre, de l'adversaire, à des fautes, à être en infériorité numérique. Donc je pense qu'il y a le terrain et puis il y a hors terrain. Savoir également, il y a des joueurs en cellule monoparentale, des fois ça va mal à l'école. C'est de les aider pour qu'à un moment donné, quand ils arrivent sur le terrain, ils posent le sac à dos et qu'ils soient vraiment performants pour le football. Moi je pense qu'un joueur il doit connaître ses moments de flow où ils sont super bons. Il faut qu'ils puissent se remémorer quand est-ce qu'il les a et comment les retranscrire quand ça va moins bien. Et puis il faut être présent quand, justement quand on est au fond de la gamelle, quand un attaquant marque plus de but, quelles actions on va faire. Donc il y a cette partie-là hors et sur le terrain. Et puis il y a une partie qui est très importante à mon avis dans le mental, c'est que maintenant le foot c'est le sport le plus individuel. Et j'ai 20 joueurs, j'ai 20 projets individuels qui sont différents du projet collectif. Et c'est comment ramener à un moment donné ces joueurs vers un seul et même chemin. Et je pense que nous les éducateurs, entraîneurs, formateurs, on est des DRH, on est des managers. Et on doit ramener tous ces joueurs-là vers un seul objectif, parce que si on n'a pas le même seul objectif, sur le terrain, c'est la chichicayas, c'est la jungle, et on ne va pas y arriver. Donc c'est vrai que pour moi, la prépa mentale au XXIe siècle, c'est le pan de la performance qui est le plus important, à mon sens. On ne sera pas tous d'accord là-dessus, peut-être que le physique c'est important, la technique c'est important, parce que si on n'a pas des bons outils, la tactique, l'outil mental, cognitif est aussi important. Mais pour moi, l'aspect mental, c'est l'aspect numéro 1 maintenant. Ah, mais de toute façon, je pense que ça, maintenant dans tous les sports, effectivement, que ce soit d'un point de vue motivationnel, parce que tu as le mental à court terme, dans le match, etc., mais tu as aussi le mental. Voilà, je pense que Max il pourra encore mieux en parler que nous, c'est tu as le mental aussi à long terme, c'est la capacité à être motivé, à tous les jours se mettre des objectifs, toutes les semaines, etc. Puis tu as fait une bonne saison, puis l'année d'après, ok, Et ça, c'est quelque chose aussi de difficile. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'intégration du préparateur mental au sein des staffs, je pense qu'aussi on a eu pourquoi on a eu des difficultés à intégrer aussi les prépas mentales? Parce qu'on a beaucoup de prépas mentales qui sont arrivées, à mon sens, moi c'est mon avis en tout cas, hors contexte foot. Plus qu'en tant que psychologue, tu veux dire. Ouais, le mot psychologue, il fait un peu peur, quoi. Déjà le mot psychologue, il fait peur. Alors que pas du tout. Ouais, pas du tout. Non, mais bien sûr, c'est un optimiseur, en fait. On peut le voir. C'est un médecin entre guillemets comme un autre, quoi. Ouais, bien sûr. Mais plutôt dans le sens où, en fait, moi sur la préparation mentale optimisée, le mental pour le terrain, je parle pour le terrain, pas en dehors, sur les deux versants que tu as dit. En fait, ça doit être des personnes du staff technique qui doivent aussi connaître le football, au même titre que le préparateur physique, au même titre que l'entraîneur des gardiens. L'entraîneur des gardiens, il doit être capable d'analyser comment une défense agit, interagit pour pouvoir positionner, entraîner son gardien en fonction de ça. Et je pense que les préparateurs mentaux, ils doivent aussi connaître le football, comme les préparateurs physiques. Tu ne peux pas préparer physiquement ton joueur si tu n'as pas une analyse de l'activité qui est quand même poussée. Et je pense que ça a été on a eu des profils plutôt un peu dissociés du football et parfois trop loin. Et donc on a apporté des choses qui pour moi étaient trop décontextualisées. Et en fait, si c'est trop décontextualisé, je pense qu'à un moment donné aussi, les joueurs ils y adhèrent moins sur le plan du terrain. Vraiment du terrain, pas ce qu'on peut avoir en dehors du terrain, mais plus ce qu'on peut faire sur le terrain en lui-même. Parce que je pense qu'on peut vraiment travailler mentalement sur le terrain. Enfin, on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'on a pu mettre en place nous. Mais oui, et puis il y a une chose aussi qu'on ne connaissait pas nous avant, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Pour moi aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus mal aux jeunes, aux moins jeunes, parce que les gens sont méchants, et là il y a un gros travail à faire là-dessus, parce que pour moi c'est un gros danger. On le voit dans le tennis actuellement, avec les gens qui sont harcelés et tout, qui craquent très rapidement à cause de ça. Et dans le foot, il y en a énormément. Tu as ce versant-là aussi, et tu as aussi le versant du jeune, où maintenant en fait il a accès à tout, et du coup il se compare aussi aux... Exactement. Hein. Ça avant quand vous étiez plus jeune, ça n'existait pas. Tu entre guillemets, tu te comparais dans ton équipe quoi. Aujourd'hui tu vois, lui il est trop en avance, lui il a signé un contrat machin, lui... Et ouais, effectivement. Et très jeune. Et très jeune. Ouais.
Et ils ont accès à des informations que nous, on n'avait pas, quoi. Pas du tout. Et pour rebondir sur ce que vous dites, sur ce que dit Cyril surtout, moi je me suis rendu compte que les meilleurs joueurs que j'ai eus dans ma carrière, c'est ceux qui réobjectivaient le plus rapidement possible. Ceux qui ont fait les plus belles carrières, c'est ceux, ils gagnent un truc. Derrière, il y a le moment de la célébration qui est obligatoire, les 10-15 jours, mais derrière, les mecs, eh ben, l'an prochain je veux faire ci, l'an prochain je veux faire ça. Et pour avoir travaillé avec des champions du monde, il y a eu des champions du monde, derrière ils n'ont rien fait, parce que c'était leur objectif final, quoi. Être champion du monde. Et derrière, leur carrière n'a pas été ce que doit être un champion du monde. Ouais, se remettre en question au jour le jour, le mental, c'est le sport de haut niveau, c'est très très dur. Hein. Toi, toutes les années, tu réobjectivais. Tu disais cette année, il faut que je gagne un titre, cette année, il faut que c'est passé, quoi. Et c'est au quotidien, en fait. Il ne faut jamais déroger à certaines règles, à un fonctionnement. Pour moi, si tu fais pas ça, t'es mort. Enfin, tu peux pas durer. Ouais. Tu avais des mini-objectifs dans la saison? Par exemple, te dire, je dois faire, je sais pas moi, à haute intensité, tant de mètres, des choses physiques en objectif? Alors, pas forcément, mais moi, c'était la performance surtout. Ok, gagner. Que je sois performant et gagner, pour moi, c'était le plus important. Et ça, tu te posais aussi tu te fixais des objectifs, pas forcément numériques, tu vois, métrés, mais sur ta séance par exemple. Non, pas forcément. C'était plus un objectif, je dirais, général, faire tant de matchs, être bon, la performance. Mais pour être performant, il y a tellement de travail en amont, dans la semaine, dans le quotidien, dans ce que tu fais, tu dors, tu manges, les médias, aujourd'hui les réseaux sociaux, j'ai connu plus vers la fin de ma carrière. Et le changement de pays, de langue, ça aussi, ça joue énormément. Donc tout ça, fallait la famille, qui se sentent bien. Donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie et se recentrer sur soi-même, c'est pas toujours évident. Et c'est peut-être aussi, pardon, vas-y. C'est peut-être aussi, c'est pas forcément des fois linéaire aussi. Je pense que des fois il y a des périodes où on est très focus, puis il y a des périodes où on peut. Complètement. Je pense qu'il n'y a aucun joueur qui traverse pas une période très difficile. Hein. On parle de dépression, mais je pense qu'on a tous été touchés à un moment donné par ça. Comment toi, à un moment donné, quand tu as eu ces périodes difficiles, il faut se faire aider. D'accord. Et comme on disait tout à l'heure, des psychologues, mais là j'en parle ouvertement parce que quand tu es dans la période difficile, tu n'as pas forcément envie d'en parler, mais quand tu es dedans, faut te faire aider parce que sinon tu peux descendre très très bas. Hein. Et sur le terrain, comment on t'a aidé avec les staffs qui étaient en place? Alors après, il y a des outils, il y a des choses que tu mets en place. Après, je pense que c'est propre à chacun. Moi, je pense que dans l'ensemble, je l'ai plutôt bien géré ces périodes-là. Et je pense que l'entourage, dans ces moments-là, c'est quand même très, très important. Pour moi, c'est primordial pour la carrière, pour ta vie de tous les jours. Quoi. Si t'as pas un cadre, si t'es livré à toi-même, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Notre podcast s'appelle Au cœur de la performance et en discutant avec Bastien et Sylvain, on s'est dit, au cœur de la performance, peut-être qu'on fera un podcast avec des femmes de joueurs dedans. Parce que les accompagnants. Exactement, elles font partie de cette performance. Oui, parce que on dit toujours elles ont la belle vie, mais quand vous êtes dedans, oui, on voit l'argent, oui, je peux comprendre, mais si c'était que ça, ce serait trop facile. Hein. T'as les week-ends à l'extérieur, t'as les départs, t'as les vacances. Oui, et puis nous, dans notre carrière, on n'est pas simple. Hein. Tu emmènes ta passion également sur toi. Ouais, et puis on est dans notre bulle. C'est-à-dire que même des réunions de famille, t'es là, mais t'es pas là. Quoi. Tu ne penses pas qu'à toi, c'est peut-être méchant ce que je dis. C'est naturel, en fait. On est comme ça, quoi. On est souvent qu'on est un peu dans notre monde, mais on le fait pas exprès, quoi. Et tu vas à une réunion de famille, les gens te parlent de ta perf. En plus, parler par exemple à ton frère. Voilà, pour moi, c'est plus compliqué, ça. Ouais. Et en plus, moi, quand tu comprends un peu le système, les choses, et les gens font pas exprès, en plus. Non. Et ça, c'est dur parce que tu vois, en fait, dans le visage de ton frère, tes parents, tes grands-parents, t'es toujours le centre d'intérêt, quoi. Et des fois, tu fais en sorte d'esquiver pour. Bien sûr, pour orienter le truc. Ouais, voilà, pour passer à autre chose, pas être le centre de toutes les discussions, quoi. Et je rebondis sur. Quand tu arrives à Séville, tu te rappelles, t'es jamais blessé à l'OL, jamais. Tu arrives à Séville, tu te blesses. La part du mental là-dedans a quelque chose à voir? Non, pas forcément, parce que alors c'est vrai que j'étais passé par la Roma avant, et c'est vrai que cette intersaison là où ils sont contents de moi et après il y a un changement de
de vision, ils font venir Nzonzi. Donc moi, je prends la place d'Nzonzi à Séville. C'est vrai que ce mercato avait été un peu compliqué, mais je l'avais géré plutôt de belle manière. Après, je pense que c'est plus de la malchance qu'autre chose, parce que je suis arrivé dans un club fabuleux, avec, notamment avec ses titres en Europa League, une ville extraordinaire, une ambiance de fou. Et non, franchement, j'aurais voulu vraiment continuer là-bas. Malheureusement, le destin en a décidé autrement, mais j'étais bien dans ma tête là-bas. Ouais. Est-ce que, moi j'ai une question pour Max, est-ce que toi en tant que joueur, tu as vécu des exercices particuliers axés sur le travail mental, sur le terrain en tout cas? Pas particulièrement, non. Après, c'est plus par rapport à la France, à l'Italie, à l'Espagne, plus il y a des stratégies qui sont différentes, des tactiques. En l'Italie, on a vécu une super saison avec la Roma quand j'étais là-bas, mais c'était pas forcément le football qui me correspondait, donc c'était pas toujours simple, mais j'ai quand même beaucoup appris à côté de très grands joueurs. Et on avait fait une super saison, donc c'était quand même top. Après, spécialement sur des aspects mentaux, non, pas spécialement. Et toi, Cyril, tu as mis en place des situations technico-tactiques sur le terrain en relation avec l'aspect mental? Complètement. Parce que je pense que le joueur, c'est ce qu'il va vivre le week-end. Et que souvent, en semaine, on se polarise que sur les 3 aspects de la performance, technique, tactique et physique. Et on en oublie des faits de jeu, des momentum qui vont être particulièrement impactants pour le joueur. Je sais pas, on a souvent travaillé ça. Par exemple, si on voulait travailler l'intensité dans le foot, quand le ballon sortait, on disait la première qui prend le ballon fait la touche pour mettre de l'intensité. Okay. On travaillait, je ne sais pas, la concentration, et ben on commençait un mini-jeu. Dès qu'il y avait un coup de pied arrêté, ce premier coup de pied arrêté, il valait 3 points. Je veux dire que pour moi, ce ne sont que des moments de vie du match qui vont faire qu'à un moment donné, le match va basculer. C'est le mental, et je le redis. En fait, tu ancres nos joueurs sont obligés de vivre ces contextes-là dans l'entraînement. Donc il faut recontextualiser ces contextes-là. Okay. De par ta consigne, tu orientais le... Oui, complètement. Okay. Ouais, je me souviens de l'époque où quand on fait cette année ensemble, là, où on a accentué vraiment sur l'aspect mental. On se réunit, on se dit bon technico-tactique, ok, on sait faire, physique, ok, on sait faire. Maintenant, comment on peut s'organiser? On était les 2, je crois, dans le staff. Comment on peut s'organiser pour développer nos joueurs vraiment sur le plan mental? Et donc, on a mis en place des thématiques mentales par semaine, en fait. Et en fait, toutes les semaines, on avait une thématique mentale. Ça pouvait être la concentration, comme dit Cyril, la frustration, l'intensité. Donc c'est-à-dire la frustration. Donc tu siffles à l'inverse de ce que... Tu siffles à l'inverse. Par exemple, tu vas frapper, tu ne marques pas, c'est le gardien de but qui dégage en corner, c'est un 6 mètres, parce que tu aurais dû marquer. Ok. Ça peut être... Oui, puis chaque joueur réagit différemment à ces situations. Ah, bien sûr. Et après, nous, justement, on travaillait justement avec ça, et on essayait de faire ça dans tous nos exercices. Par exemple, moi, j'annonçais 2 blocs, et puis, fin de séance, j'annonçais 2 blocs. Bon, je savais qu'ils avaient fait 2 blocs, puis non, en fait, il y en a 3. C'est des choses... Dans toute la semaine, en fait, on essayait de cibler, justement, ces petites... Mais ça, je pense que c'est des choses qui ont évolué, ça. Non. Non. Je pense que ça n'a pas encore assez évolué. Non, mais par rapport à notre époque. Ah oui, je suis même entraîneur. Oui, c'est normal, l'expérience fait que... L'expérience, voilà, c'est quelque chose que dans le diplôme ne s'achète pas. Par contre, pour moi, c'est des faits prégnants. Et je vais te donner un fait pour moi qui est vraiment très important. Je suis arrivé il y a 30 ans avec vous. Je crois que ça peut maintenant, on perd au pénalty. On me disait à l'époque, il y a 30 ans, voilà, les pénaltys, c'est de la loterie. Non, je suis pas d'accord, moi. Donc, on les travaillait pas. Okay. Après, on m'a dit, il y a 20 ans, faut travailler les pénaltys. Donc, on les travaillait en fin de séance. Donc, c'est la rigolade, on tire des pénaltys, ça tire des pénaltys, tu rates, tu pars au vestiaire. Et puis après, avec Bastien, on a mis en place des choses. On a tiré des pénaltys versus rugby. C'est-à-dire qu'on faisait des matchs, tu marquais le but, pour valider le but, tu tirais un pénalty. Et c'est le pénalty que tu marquais qui faisait qu'il y avait 1-0 ou 2-0. Et après, on s'est dit, il faut qu'on recontextualise également la série de tirs au but. Donc, tu marquais, tu avais ton tir au but pour valider ton but. Il y a la sentence aussi derrière qui doit être voilà. Mais si tu ratais, il y avait pénalty pour l'autre équipe qui n'avait pas marqué. Et c'est le jeu de la série de tirs au but. On avait fait une fois également le tir au but en début de séance. Tu marquais le tir au but, tu avais une séance en intégré,
tu ratais le tir au but, tu avais une séance en dissocié. Excellent. Voilà. On avait également, un tir au but dans la séance, celui qui ratait le tir au but, il partait au vestiaire, où il faisait après du compensatoire. Il faut que le tir au but soit dans l'émotionnel du match. C'est que ça. Il y a une sentence, il y a quelque chose magnifique. qui a un poids. En sachant que tu pourras jamais aller Faire comme le match. Non, c'est le match, impossible. mais en fait, nous, Mais tu notre dois jouer idée- sur l'émotion. Notre idée, c'était Exactement. justement d'aller se rapprocher un peu plus Excellent. de la pression, en tout cas, parce que tu pourras jamais faire comme en match. Mais en tout cas, d'aller justement un petit peu plus taper là. Et ouais, c'est ce qu'on essaie de faire dans toutes les qualités. Semaine de l'intensité, bim, on regardait notre derby, c'était quand? Bim, la semaine du derby, semaine de l'intensité. Qu'on veut que nos mecs ils soient. Ouais, puis jouer sur la fatigue aussi. Parce que quand tu joues une séance de penalty et un penalty dans un match, c'est pas pareil non plus. Mais tu sais, quand on parle d'intensité, par exemple, tu vas en formation, on te dit voilà, tu fais tel exercice, tu vas boire un coup. Tu fais tel exercice, tu vas boire un coup. Dans un match de foot, tu ne pas de canon. Non, Tu as 45 minutes. à part quand il fait chaud À l'été. part quand il fait choper. Et donc nous on a l'habitude, semaine de l'intensité, on court tout le temps. On va d'un exercice, on court, on va d'un exercice, on court tout le temps. Quand on faisait des échauffements, par exemple, on disait souvent, ce que j'ai appris en formation, mets une source de ballon et tu fais rentrer quand le ballon il sort. Non, tu fais pas rentrer le ballon sort. C'est-à-dire tu vas le chercher le ballon. Le ballon c'est ton précieux. Et le ballon tu dois en prendre soin. Et donc on prenait qu'un seul ballon par exemple. Puis on prenait des ballons, des petits, des grands, ce que faisait Arteta à l'Arsenal. Bien sûr. Nous on le faisait déjà parce que la sensibilité de pied elle était aussi importante. Donc je pense qu'il faut, c'est la capacité de l'entraîneur à trouver, on est des experts mais on est également des créateurs. On doit être extraordinaire et pour faire des choses extraordinaires, il faut faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Incroyable. J'avais entendu un peu ces anecdotes je crois que c'est arrivé, le penalty manqué en début de séance et le joueur qui file au vestiaire. Oui. Je crois que c'est arrivé. C'est arrivé, On avait aussi un truc que les joueurs aimaient bien, c'est on avait fait une semaine de solidarité et en fait, pour mettre, des fois on sentait que nos joueurs ils vivaient pas assez les trucs. Et en fait, en effet, la communication aussi, c'est une séance où personne parle pendant 10 minutes. En fait, tu te fais. Tout est expliqué sur papier. C'est horrible. C'est horrible, c'est horrible. En fait, même nous, c'est horrible, mais pour les joueurs, c'est horrible parce que ça vit pas. Et on faisait, par exemple, pour valider les buts, il fallait que l'équipe le célèbre. Mais le célèbre, vraiment, s'il n'y mettait pas d'envie, le but n'était pas validé. En fait, l'idée, c'était de créer des sortes de synergies. Et en fait, les gamins, cette année-là, je m'en souviens, les mecs, ils arrivaient le lundi. Bastien, Cyril, c'est quoi le thème? Même pas, c'est quoi le thème? Parce qu'en fait, ça te dynamise tous les jours. Bien sûr. Tous les jours. Mais, excuse-moi, ça ne veut pas dire que comme on faisait du mental, on faisait rien à côté. Ouais, Non, bien sûr. Mais le construisait tout le mental était, parce que maintenant il ne faut pas se mentir, c'est la tactique au-dessus de tout. Hein. Tous les entraîneurs sont des formidables écrivains de paperboard. Mais nous on avait décidé que le mental, et on s'en incrémentait après l'aspect athlétique, l'aspect technique ou l'aspect tactique autour du mental. Ok. Voilà. Ouais, bien sûr, on avait par exemple, moi j'avais ma planif physique, on avait les thèmes technico-tactiques qu'on travaillait, on faisait notre planif, et puis après c'était comment on jouait, c'était surtout sur les consignes, hein, comment on venait jouer sans dénaturer l'objectif principal, que ce soit athlétique ou tactique. Mais c'est souvent ce qui te fait passer des caps, ou pas, le mental finalement. Parce que quand tu arrives à 16, 17, 18 ans, finalement, on a tous à peu près le même niveau. Ouais, Et ce qui fait la différence, c'est ça. Hein. C'est complètement. T'étais le meilleur de ta génération à 15-16 ans? Du tout. Voilà. Non. T'es pas celui qui devait sortir? Non, je faisais pas partie. Moi je peux en parler facilement parce ouais, que je l'ai eu, je l'ai eu à 2 ans. Il était en déficit morphologique. Ouais. Il était pas grand, Ouais. mais Ok. c'était quelqu'un qui était très malin. C'était, je dis souvent, des fois il avait du Benzema, dire qu'il était attaquant. Moi j'ai pas eu le nez fin, je l'ai pas fait jouer peut-être là où il fallait, mais devant le but il était très très bon, il savait bien se placer, c'était un malin. C'était un malin. Et même si tu n'étais pas dans le top joueur, tu as fait Oui, j'étais ton plus dans la tournoi de passe. Saint-Maurice, tu as fait Oui, le tournoi j'étais de plus dans Sang, la tu as fait le passe. tournoi de Plomonin. Ouais. Tu as toujours été dans les joueurs sur lesquels on comptait. Ok. Parce que tu avais toujours le sourire, tu avais toujours la banane, tu étais un guéluron un petit peu aussi. Mais c'était quelqu'un qui était travailleur, qui était malin dans le jeu. Et Pour toi, quand tu le prends, il doit sortir? alors, je vais te dire, je ne suis pas voyant. Je ne sais pas qui va sortir ou qui ne va pas sortir parce Ok. que je n'ai pas le droit de dire lui va réussir ou lui va pas réussir. Ouais, Moi, Mais tu sens pas? Tu sens rien là? Non, mais alors je sens une chose, je sens qu'il est bien accompagné. Il a une famille qui est bien. Il a ses parents qui l'accompagnent, il a ses parents
pas un mot au-dessus de l'autre. Et ça, pour moi, c'est des facteurs qui sont gages de réussite. C'est-à-dire il a un socle sur lequel il peut s'appuyer et il va être bien accompagné. Mais je vais être très franc, je ne suis pas capable de dire il va réussir ou pas réussir. J'étais capable de dire oui, Ryan Cherki devrait réussir. Oui, Maxence Cacré devrait oui, j'étais capable de sentir. Mais tout le monde est capable de sentir ça. Après, il y a tellement d'étapes. Mais il y a trop de choses. La santé, enfin, tu t'en sais quelque chose. Des événements qui font que moi, je ne suis pas capable de dire il va réussir ou pas. Il a du potentiel pour réussir, mais non, je ne suis pas capable. D'accord. Si je rebondis un peu là-dessus, on voit un peu la dimension mentale, comment c'est un sujet aussi large. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un entraîneur sur justement ce versant mental, à part justement essayer de mettre des petites choses en place? Comment lui il peut arriver à comprendre le joueur? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à sentir où est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que justement c'est absolument faire vivre ces situations émotionnelles qui sont vraiment contextualisées au match? Est-ce que c'est arriver à faire justement des fois les choses dissociées? Est-ce que c'est prendre une personne extérieure pour arriver à tirer les infos que lui il n'arrive pas à avoir? Qu'est-ce qu'on attend d'un entraîneur un peu sur... Alors, moi je vais parler pour moi parce que je savais que j'aurais eu des carences. J'étais à l'OL mais j'avais pas fait de parcours professionnel. Donc j'étais un peu dans le syndrome de l'imposteur à l'OL. Je savais très bien que il y avait meilleur que moi. Donc j'essayais d'avoir un bagage qui soit différent des autres. Pour moi c'était comprendre qui il était pour mieux travailler avec lui en tant que joueur. Ça c'est la première des choses. C'est l'humain, parce que ce ne sont pas des machines. Mais par contre, moi, mes joueurs, je dis souvent à mes enfants, t'en sais quelque chose, vous êtes comme mes joueurs, mais j'ai très sincèrement l'espoir de penser que j'ai considéré mes joueurs comme mes enfants aussi. C'est-à-dire que demain, si j'ai un joueur qui a un problème, je serai là pour lui. Et l'aspect numéro 1 que moi j'ai développé, c'est l'honnêteté par rapport à lui et ma sensibilité dans ma relation à lui. Voilà. Je ne vais pas te parler de mental, de technique, mais d'humain. Pour moi, mais est-ce que c'est pas le plus important finalement, le management? Bien sûr. Pour moi, moi je pense tu as tout à gagner avec tes joueurs quand tu fonctionnes comme ça. Après, tactique, technique, ça c'est. On est dépossédé après, on est dépossédé sur le terrain. Ouais. En fait, ils dépendent de nous la semaine, mais nous on dépend d'eux le week-end. Et il faut se dire, comme tu dis, c'est une relation de gagnant-gagnant. Tu as tout à gagner. Donc, c'est là où est fort un mec comme un Zidane par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose. Bien sûr. Il y a un truc qui est. Moi, je pense en tant que joueur, ça doit être dur, c'est les problèmes d'égalité et d'équité. C'est quand t'as pas les mêmes. Quand c'est pas clair, tu vois, au niveau des droits et des devoirs de chacun, ou qu'il y a des choses qui sont un peu. Ouais, quand t'es pas juste. Quand t'es pas juste dans des problèmes de justice, ça, je pense que. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui tirent des balles dans le pied comme ça, avec des problèmes de justice. Ça va du l'entraîneur de D2 qui fait jouer le mec qui s'est pas entraîné de la bien sûr. Oui, qui a des intérêts derrière. Le monde amateur. Ça, c'est dur. Ça. Oui, mais après, c'est de savoir est-ce que le joueur sait ou le groupe sait que des fois, tu as des directives qui viennent du haut. Il faut nuancer. Il faut nuancer tout ça. Ouais. C'est vrai qu'au haut niveau, les entraîneurs, souvent, malheureusement, ils subissent quand même pas mal de choses. Hein. Ouais. À un autre niveau aussi. Oui, forcément aussi. Ouais. Ce sont des salariés, comme on dit. Effectivement. Mais c'est pas toujours simple. Et nous, sur l'individualisation de la préparation physique, en fait, la grosse différence entre les préparateurs physiques individuels, c'est justement cet aspect-là, c'est l'empathie. Le contenu, on a tous fait les mêmes études, on tente des choses, je veux dire, les préparateurs physiques, il n'y a pas de demi-dieu, ça n'existe pas, on a tous le même contenu, mais tu te rends compte que ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu es capable d'écouter la personne pour qui tu travailles. Il m'est arrivé de faire des séances avec des très très grands joueurs où je passais 50 minutes à parler et 10 minutes à travailler. Et je savais que c'était une belle séance. Oui, parce que en fait, c'est la confiance. Exactement. Entre deux personnes. Exactement. Et tu as des gens, ils ont besoin d'extérioriser des choses. Bien sûr, tu essaies de calquer quand même un minimum de préparation physique dedans, mais ce moment de partage avec lui était ultra bénéfique pour lui. Si je rebondis justement sur ça et sur ce que tu disais, Cyril, en introduction, tu parles que tu as une équipe de 20 joueurs, tu as 20 projets individuels, et là vous avez abordé un peu ce que vous mettiez vous sur l'aspect collectif. Comment on arrive à traiter aussi l'aspect motivationnel et on va dire
cet aspect mental. J'ai un joueur qui est en perte de confiance, j'ai un joueur qui arrive pas à sortir la tête de l'eau, qui est plus en réussite, qui a des fois des downs. Comment on arrive à gérer ça en 15 ans dans un collectif? Et est-ce que c'est par des variables? Est-ce que c'est par de la communication? Comment toi tu vois le truc? Je pense pas mal De communication, communication, ouais. Et puis surtout de communication aussi individuelle, pas forcément, tu vois, pas forcément sur des temps de séance, mais ça peut être avant l'entraînement, après l'entraînement. Tu vas au vestiaire, tu retournes au bus avec les joueurs, le joueur il vient avant, tu passes un petit peu de temps, tiens j'ai vu que tu faisais un peu de travail supplémentaire, tu discutes 2 minutes avec lui. En fait je pense qu'il y a beaucoup de ces temps-là, ça doit aussi être des temps hors terrain, pour bonifier la relation que tu as sincèrement avec le joueur sans calcul, et puis accorder le même temps à chacun aussi. Pas que le joueur qui est, oui, que tu vois qu'il est meilleur, faut pas que tu lui accordes plus de temps que le joueur où tu vois qu'il est un petit peu plus en difficulté. Parce que ça se trouve que le joueur plus en difficulté, il sera peut-être meilleur par la suite. Donc je pense c'est plus les discussions que tu as personnelles avec les... Je pense qu'à un moment donné, si tu veux qu'un joueur te fasse confiance, il faut que tu lui livres aussi toi de ta personnalité, de ce que tes faiblesses, entre guillemets, il faut que tu livres sincèrement dans la relation, parce que sinon, pas avoir pleinement confiance, une relation de pleine confiance. Donc je pense pas mal de temps aussi en dehors des sessions d'entraînement, parce qu'après quand tu as le groupe, l'individu il est aussi dans le groupe, il faut aussi s'occuper du groupe, mais par contre tous les temps off, les temps spécifiques aussi, par exemple, tu es en spécifique, c'est quoi ton objectif aujourd'hui, tu dois mettre 15 buts, ok, t'es à combien, tac, ok, il reste 10 minutes, ça fait 2 par minute. Et comme ça, on arrive à créer du lien, tu vois. Et je te coupe, mais tous les entraîneurs qui marquent un joueur, c'est souvent ceux-là. Ouais, parce que La confiance et le management, c'est ceux qui te marquent. Morgan Schneiderlin. Et c'est là où tu es performant. Morgan Schneiderlin raconte toujours que son meilleur moment, c'est avec Pochettino. Parce que Pochettino, au début d'entraînement, il dit viens, on va boire un café. Viens, tu viens passer 15-20 minutes, on parle. Et il parlait d'autre chose que de foot et machin. Et il dit c'est l'entraîneur qui l'a le plus marqué. Et t'es obligé, et t'es plus performant. Bien sûr. C'est obligé. Parce que t'es pas dans la consommation que ce soit les joueurs, ils consomment pas l'entraîneur, et l'entraîneur, il consomme pas les joueurs. Donc ça veut dire qu'il y aura un échange, les joueurs, ils vont encore plus se décupler inconsciemment pour l'entraîneur, et l'entraîneur, pareil, il va encore plus faire pour ses joueurs, parce qu'on fait aussi pour nos joueurs. Pas du temps, sur des vidéos, Justement, c'est peut-être des moments plus spontanés aussi, qui sont aussi assez désintéressés, parce que voilà, tu vas juste discuter pour passer un moment, et que c'est pas attends, j'attends, c'est parce que j'attends ça de lui, je vais faire cette vidéo parce que je veux ce comportement sur le terrain. Des fois, c'est peut-être aussi juste des moments comme ça qui sortent un peu du contexte. T'as un coach qui t'a marqué là-dessus? Il y en a beaucoup. Et t'en as un que tu ressors où tu te dis lui, c'était qu'un moment. Chez les jeunes, il y en a eu pas mal, dont Cyril, dont Armand. Robert Valette, et après, moi, il y en a un qui m'a quand même vraiment marqué. Bon, il y a eu Bruno, Rémi Garde, qui sont des purs lyonnais aussi, mais celui que j'ai eu à Grenade. Ah oui. Ouais, Diego, franchement, la grande classe dans tout, dans l'aspect tactique, physique, technique, et dans son management, c'était exceptionnel. Donc l'aspect quand même management qui ressort. Oui, il avait toujours, même dans ses discours, il faisait jamais les mêmes réunions, il avait toujours des messages à faire passer à chacun. C'était, franchement, humainement, c'était footballistiquement parlant, c'était exceptionnel. Justement, si on continue un peu là sur cette partie-là, relation entraîneur-entraîné, ou plutôt même staff entraîné, comment on crée une relation aussi forte, comme on peut le voir maintenant, en se voyant une fois par mois pendant 10 ans. Non, à Lyon. Un peu plus. Ouais, c'était... Il m'a emmerdé à Lyon. Avec le Pierre Grenier. C'est à l'étranger. Ouais, Maxou, moi j'ai eu la chance d'avoir Maxou, donc, comme je le disais, très très jeune, mais tout de suite il a ramené Mireille. On a bossé tous les trois ensemble, donc des séances passionnantes. On se découvre petit à petit, tu vois, c'est pas du jour au lendemain que tu te dis ouais, il est super le mec, tu sens un truc. Donc c'est des situations qui se construisent. Ensuite, il nous a ramené le Père Grenier.
Donc là, la chance d'avoir un Ardéchois avec moi quand même. C'était sous la houlette quand même on va le dire, d'Anto Monnier qui était. C'est Anto, le précurseur. Qui a commencé avec, Anto avec qui a toi, commencé à les surtout, saouler. Leur dire, il y a qui un nous a prépa. dit il va falloir peut-être vous rapprocher de l'artiste Donc, si vous voulez passer des caps. Donc Anto qu'on salue d'ailleurs, ouais, bien sûr. Et puis, ouais, Anto. Oh, lui, il me fatigue. Hein. À 5h30 du matin, il est déjà en train de courir. Là, il va nous regarder, hein. Regardez pas son Instagram, il est fatigant. Ah, Fatigant. D'ailleurs, on a fait le marathon des Jeux Olympiques. Enfin, voilà, grâce à lui. Et ensuite, chaque fois, il m'a même ramené des gens qui n'ont pas fait carrière. Je me rappelle de Loïc, t'avais ramené. Ouais, de JP. T'avais ramené JP. Il en a ramené. Fait dans l'échelle de rythme, il était allé vite faire à manger à la cuisine. Il avait JP complètement. Il a dit c'est pas pour moi. C'est rare qu'un gardien vienne faire de la prépa. Ouais, c'est rare, mais en fait, c'est des super profils. Parce que j'en ai eu 2 dans ma carrière, des gardiens. C'est des profils fantastiques parce que les mecs sont tellement dans la recherche individuelle, tu vois, du geste juste, de la performance juste. Moi, j'ai eu la chance de bosser pour Dembaba à Chelsea et tout d'un coup, je vais arriver l'entraîneur des gardiens en pleine séance, qui était Christophe Lolichon. Et le mec, tu vois, j'adore les entraîneurs de gardiens parce qu'ils sont vraiment ils veulent comprendre, ils veulent savoir comment améliorer vraiment individuellement cette personne. Donc Christophe venait voir ce que je faisais pour après déduire des séances avec Petr Sech ou machin. Et le gardien, c'est vraiment, c'est passionnant. À développer, c'est passionnant. Le peu que j'ai fait. Mais par contre, tu faisais pas la même séance quand tu avais un gardien avec un joueur de champ. Ah bah non. On est d'accord. Ah ouais. Okay. Là, si tu veux, j'ai eu des saisons où j'avais 4 avant-centres différents. Serhou Guirassy, Mateta, tu vois, qu'est-ce que j'avais d'autres enfin, j'en avais 4, ça dit, ouais, 4 d'un coup. Et ben, j'avais pas une séance les mêmes. Pour les 4 en même temps. Pour les 4 en même temps. Je les faisais pas, bien sûr, en même temps. Je veux dire, toi, dans mon travail, je faisais pas la même séance à Bafé Gomis qu'à Serhou Guirassy. Bafé Gomis qui est capable de caler quelqu'un, tu vois, dos au but, son point fort, parce que moi j'aime bien le point fort, tu travailles là-dessus. Non, moi je travaillais là-dessus. Serhou, qui a fait des progrès de fou, je vous conseille de regarder l'Allemagne, bon bref. Lui, il est capable de prendre la profondeur à une vitesse folle. C'est vrai qu'il a eu une progression, lui. De malade. On a discuté à l'époque, on disait, mais putain, c'est... Damien, moi je l'ai pris à Amiens, là le mec, il est incroyable, incroyable. Bon bref, et lui, son but c'est de prendre de la vitesse, tu vois. Se retourner vite pour prendre cette profondeur. Donc tu travailles pas les mêmes choses. Donc avant de les avoir en individuel, que ce soit Max ou n'importe qui, tu as des testings à faire sur ce que tu fais avec eux ou pas du tout? De folie. C'est vrai? Tu te rappelles? De folie. Et qui sont? Qui sont soit des tests physiques, d'accord, donc tous les tests classiques, d'accord, des CMJ, bon, tous les tests de Bosco, tout ce genre de choses, mais c'est aussi une analyse vidéo qui dure, je regarde tous les matchs, avant de dire à un joueur machin. Et les fameux 2-3 premiers mètres. Ça, je le saoule, je les ai saoulés. Moi, pour moi, le football... C'est tellement important. C'est les 3 premiers pour moi, enfin physiquement, tu vois, je parle qui est mon métier, Bast aussi, c'est les 3 premiers mètres. Moi, pour moi, les mecs, ils sont forts sur les 3 premiers mètres, ils passent le bras, alors je les ai saoulés pendant 10 ans là-dessus. Pour moi, c'est gagné. Je vends du temps, moi. C'est ça mon métier. J'essaye de vendre du temps aux joueurs. Ouais, mais ce qui est fou, c'est ce qu'on disait, c'est que tu le sens, quoi. C'est terrible sur le terrain. Et il nous a fait passer des caps de malade, quoi. Allez, arrête. Et quand tu non, mais je te l'ai tout le temps dit. Hein. Quand tu faisais ta prépa physique, est-ce que ça impactait après ou pas sur le terrain, si c'était le lendemain ou sur... On faisait gaffe, on fait toujours super gaffe. On aimait bien travailler là. C'est bizarre, ouais, le jour finalement où on coupait un peu. C'est mon jour préféré. Ouais, mais après c'était. Pas je suis sur l'explo. Voilà, exactement. Si tu travailles tu vas pas travailler avec un excentrique à J-2, tu le tues. D'accord. Moi J-2 c'est mon jour fétiche. Et maintenant, en vieillissant, on arrive à mettre des séances. Attention, hein. Le matin du match. Je les ai saoulés avec ça. Je disais à Maxou, vas-y, il faut qu'on essaye. Mais je sais pas, Cyril, si c'était avec toi, mais Bast rappelle, dans notre formation qu'on a... Moi, je l'ai fait en 17. En 17, il nous raconte-nous cette anecdote, elle est incroyable. Ouais, 17, on sort... Donc j'étais avec un coach, je pense qu'il me laissait carte blanche, donc ça se passait bien. Et donc tu sais, tu fais l'échauffement, tu as toujours la phase à la fin, tu fais la vivacité, machin, etc. Et donc nous... jour de derby. Jour de derby. Un jour de match. De derby. Ouais. Derby. Et donc on joue sur le terrain qui est à côté et tout. Et donc on met, au lieu de faire la vivacité, on va leur mettre un stato dynamique, 4 reps. Ça dépendait des profils, entre 40 à 60%. Bim, ils poussaient fort, ils faisaient leur stato et entraient au vestiaire.
Et Les jours-là, vous gagnez malheureusement 4-0 contre les Verts. Ouais, on gagne en plus. Mais Malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais, Alors, est-ce que c'est ça qui a fait? non, mais On tu sait peux pas, tu peux pas dire. tu peux Mais enfin, mais c'est en tout cas, il n'y a pas eu d'impact négatif chez les joueurs. Au contraire, souvent en plus à cet âge-là, quand tu les mets sous les barres, ils sont tout excités, ils sont voilà, commencent à devenir des hommes. la etc. testo. La testo et tout. Donc en fait, ça stimule plus que ça inhibe quoi. Et non, ça s'était bien passé. Mais c'est vrai que les mecs ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, mais c'est quand tu sens que ça te fait du bien. C'est là où tu te dis, putain. En fait, dans les vestiaires, après, t'as plein de choses aussi. T'as le match, etc., l'excitation. Ouais. Mais je sentais que les mecs, ils étaient tendus, quoi. C'était remonté comme du tendu. Mais ouais, mais je l'ai refait, il me semble, 1 ou 2 fois après. Après, ça dépend aussi des coachs avec lesquels tu travailles. Oui, il y en a qui ont un peu plus de mal à l'accepter ou de le Ouais. comprendre, mais. Toi, Cyril, t'étais capable de. On te dit ça? Ouais, on y va? Moi, j'estime que la personne qui est avec moi dans son champ de compétences, elle est meilleure que moi. C'est-à-dire que Bastien est meilleur que moi dans le prépa physique, carte blanche. Mon analyse vidéo veut faire une présentation, carte blanche. Mon prépa mental veut tester quelque chose, carte blanche. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire, les mecs, ils ont un côté théorique, et puis ils ont une pratique innovante. Pour être extraordinaire, il faut faire des choses extraordinaires, il faut sortir de l'ordinaire. Donc allez-y. Et lui, ça a été un fou, il a tenté des trucs. Enfin, une fois, je passe rappel avant à Annecy, on joue sur le terrain honneur de l'académie. T'as fait un échauffement, enfin complètement différent. Et souvent, nous, on a besoin de coutume, on a besoin d'être Oui. routine. Tu sais pourquoi on fait ça? Tu te souviens pas pourquoi on fait un échauffement complètement Pour pas esquinter le terrain, non? Non, parce qu'on arrive, on est en retard. Et de plus d'1 heure, et tu sais, t'as un délai, je crois. Et en fait, il nous reste longtemps. peu de temps. Mmh. Et Tu t'adaptes. et je me souviens que tu me dis, putain, comment on va faire les mecs en échauffe? Parce que c'est vrai que nous, on avait un échauffement très carré. Je fais, t'inquiète. Et en fait, j'ai pris les mecs, j'ai fait, on était, tu sais, d'habitude, on faisait 2 colonnes. Donc là, on est partis tous ensemble. Mmh. On a fait un truc, tac. Je finis par un 10-10 de 4 minutes. Tu vois, pour qu'il soit bien. Tac, on rentre au vestiaire. Puis ils étaient chauds. Hein. Il faut se dire, dans ce métier-là, maintenant, il n'y a pas forcément de vérité. Parce que la seule vérité, malheureusement, c'est que le résultat. Et malheureusement, parce que je me souviens d'une fois, premier week-end des Gilets jaunes, et on part jouer à Saint-Etienne au derby. Donc on est obligé de passer par le Montpilat. Oh putain. Parce que l'autoroute est bouchée. Oh Et l'aventure. donc, je suis avec la génération et la rouge, Mamatsar, et on part jouer. Donc j'appelle l'entraîneur de Saint-Etienne, je vais avoir du retard. On a dépassé le quart d'heure usuel. Ouais, c'est quart d'heure. Quart d'heure. On arrive, le match est à 15h, on arrive à 15h15. Et il me dit, ouais, bon, vous changez, puis on y va. Pas d'échauffement, pas de causerie. Pas d'échauffement, pas de... Mais qu'est-ce que t'as fait en amont? T'as pas fait dans le bus? Non, comment t'as. Non? Rien du tout. tout. Je leur ai simplement dit une phrase aux joueurs, voilà, tu t'imagines cette phrase. Mais ils ont pas voulu qu'on s'échauffe. Qu'il n'y ait pas de causerie à la rigueur, c'est pas grave. Ils ont pas voulu qu'on s'échauffe. Incroyable. Ce jour-là, on gagne. Et les joueurs m'ont dit, tu vois, coach, la causerie ou l'échauffement, à quoi ça sert? Ouais, il suffit de pas grand chose des fois. C'est le résultat. Parce que si le résultat tu perds, eh ben, tu ancres des choses. Et là, tu as gagné, eh ben, voilà. Bah, c'est comme le week-end sur des matchs, on fait des analyses et en fonction d'un résultat qui sont pas forcément ce qui a été pendant le match. Ouais, tout à fait. Le résultat, il est pas forcément. Ouais, si tu fais le salto et que derrière tu prends 3-0, je sais pas Ouais, si voilà. Tu Exactement. n'entends plus jamais de ta vie. Ouais, C'est vrai, dans les cartes, ouais, c'est vrai, ces cartes-là. Après, c'était en 15, c'est un peu moins développé sur le plan musculaire. Ouais, il s'adapter, je pense que c'est une vraie qualité ça aussi. Ah, mais je pense qu'un bon entraîneur, maintenant, faut s'adapter aux jeunes, une génération, parce qu'ils ont changé. Sinon, enfin, t'es mort. Il y a une seule chose sur laquelle, à mon sens, je ne m'adapterai jamais, c'est sur les valeurs. Ah bah ça, Sur le stock, sur les règles, Le respect. sur, le respect, la ponctualité, toutes ces choses-là, je pense qu'il faut rester intransigeant, il faut rester avec une forme d'éducation qui soit au sommet. Par contre, sur l'adaptabilité football, la méthodologie d'entraînement, enfin, Tu fais comment avec les téléphones aujourd'hui? par exemple, quand on part en match, Parce que ça, c'est dur. pas de téléphone dans le bus, parce que je veux qu'ils aient de la connexion. On leur fait passer Non. Thierry, T'es arrivé ça? si c'est la règle qui est dès le départ oui, et bien qu'on sûr. s'y tient, C'est bon. il faut. Ça, c'est bon. Ça aussi, c'est un. Ah ouais, un dur combat. Ah, téléphone, c'est dur. À la causerie également, chez nous, à domicile, dès la causerie, ils rentrent, pas de téléphone. Oui, ça. Donc pas de téléphone dans le vestiaire non plus. Et après, j'aime rendre les téléphones à la collation, parce qu'il y a des bénévoles qui préparent des sandwichs, tout ça. C'est un moment aussi où tu vois l'adversaire, où tu vois l'arbitre. Donc ils viennent à ce moment-là, parce que sinon il y en a qui partiraient. Et puis après, je rends le téléphone. D'accord. Après, le plus important de la règle, on peut se dire, ouais,
en fait, le plus important de la règle, c'est au premier qui sort. Ouais. Parce que sinon, après, t'es mort. T'es mort. Mais dès que t'as coupé une fois, derrière, la règle. Ouais, parce que ça, c'est un fléau. Hein. Jamais. Ouais, moi, tu vois des choses quand tu arrives dans le vestiaire, tu dis c'est pas possible, les gars, il y en a pas un qui se parle. Les mecs, ils ont la tête comme ça dans le. Ouais, c'est horrible. Et c'est. Au Ouais, repas aussi, non? Tu l'as vu ça? mais de partout. C'est-à-dire que même quand tu te fais soigner, il y a des gens, ils parlent même pas avec le kiné. Je pense qu'ils savent même pas qu'ils sont en train de se faire masser, quoi. Tu vois, c'est la démarche. C'est fou, ça. Et comme tu dis, après, il n'y a plus de connexion, quoi. Ouais, mais est-ce que c'est pas à ce moment-là que l'institution n'a pas été assez forte pour se dire, Bah, je pense Bien que. sûr. un public de joueurs qu'on a installé Bien et sûr. on s'est fait marcher dessus? Ah bah, complètement. On a pris ça et on n'a plus rien. Tu laisserais ton téléphone à l'entrée du centre d'entraînement. Mm. Ça aurait d'autres choses. Hein. T'as pas de coup du faux téléphone comme à l'internat Bah, je pense que. J'ai parlé avec Didier, là, fois Raja. Il s'arrache les cheveux, le peu de cheveux qui lui reste, il se les arrache. Hein? Non, moi je vais vous raconter une Parce que le anecdote. problème, c'est que les enfants, après, ils dorment pas quasiment la nuit, le matin, ils sont fatigués. Je suis parti en tournoi une fois, et donc les enfants sont en famille d'accueil aussi, donc je leur enlève leur téléphone. Donc premier jour, on arrive le vendredi, c'était à Mérignac à côté de Bordeaux, on arrive le vendredi, on prend les téléphones, vous envoyez un message papa-maman, et moi sur le groupe WhatsApp des parents, je mettrai des photos, tout ça, je ferai vivre, mais s'ils n'ont pas de nouvelles de vous, c'est que tout va bien. Donc je prends les téléphones de chaque joueur. Donc le soir, connexion avec les gens chez lesquels ils vont, c'est des familles qui ont des enfants de milieu amateur, c'est top. Enfin voilà, c'est ça le football. Et le samedi matin, dans le vestiaire, j'entends un bip 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 bip. Il avait un deuxième, Un téléphone qui sonnait. Il Non, il l'avait pas rendu. Ah, il avait pas rendu. On avait mal compté. On n'avait pas rendu. Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? T'as répondu? T'as rien dit. Et je lui laisse. J'ai pris le téléphone et j'ai rien dit. Excellent. Le mec est dans le doute. Où est mon téléphone? Exactement. il peut Tu pas aurais dû le venir donner. Bien sûr. Il peut pas venir te voir dire j'ai plus mon Tu n'avais pas dû le donner. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, Le samedi, le samedi se passe. Il a rendu. Le samedi soir, il a pas dormi, il était paniqué, tout ça. Et le dimanche, je vais le voir. Et c'est un joueur qui était extra, franchement qui était extra. Et je lui fais tiens ton téléphone. Et lui elle me dit putain merci Cyril tout ça. Et je lui fais pourquoi? Il me dit ben voilà hier c'était l'anniversaire de ma mère, je voulais le garder pour le souhaiter. Et je trouve qu'au lieu de lui avoir mis une punition, je lui ai donné une leçon de vie, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est ce qui compte le plus. Sois honnête avec les choses qu'on te propose, mais par contre, il y a toujours moyen de communiquer. On parlait de ça tout à l'heure. Tu as eu mon téléphone. Bien mon voir, téléphone, voilà. bien sûr. Voilà, c'est juste ça qui est dommage. Mais c'est vrai que les téléphones, comme tu dis, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est un vrai fléau sur lequel il faut vraiment se pencher. À notre mesure, hein. ouais, Pas tout faire. tu peux pas tout maîtriser non plus. Mais... Alors que en fait, ça a tellement d'impact sur la cohésion, la solidarité. Ouais, et puis même individuellement, sur ton cerveau. Avec eux, dans les déplacements et tout. Ouais, Bien sûr. Tu crées des moments Bien de sûr. fou quand t'as pas Quand tu as d'émotions derrière sur le match justement aussi, tu vois, après dans le partage, si t'as pas de connexion avec si ton entraîneur c'est juste celui qui dit où tu joues et ce que tu dois faire comme passe. oui, et puis je parlais des réseaux sociaux, c'est que souvent quand t'as pas fait un bon match, tu veux aller te rassurer, tu vas regarder ce qu'il se dit, Tes notes. et là tu rentres dans un truc. Ouais. Tiens, Maxi Foot a mis ça, et l'équipe ils ont mis combien? Ouais, et puis alors je t'explique pas, il y a des réseaux sociaux, c'est violent. Hein. Ouais. Ouais. Donc Et toi là tu sens que par exemple avoir la connexion avec le coach, c'est aussi quelque chose qui te permet peut-être justement de relativiser tu vois, toi ce que tu as perçu ou même ce que justement des commentaires que tu peux entendre. Est-ce que ce poids-là... toi tu sais, Ouais. tu sais t'évaluer, si t'es quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, mais le problème c'est que sur ces plateformes-là, T'arrives à douter, il n'y a pas beaucoup d'intelligence et oui, il faut faire attention. Hein. Ils arrivent presque à te mettre le doute, quoi. Si t'es pas costaud, c'est pas simple. Hein. Et vous êtes accompagné dans ce sens-là Alors, que ce soit c'est les jeunes. pour ma part, je l'ai connu plus sur la fin, entre guillemets, sur la fin de carrière. Ça fait vraiment 4-5 ans que c'est vraiment, je trouve, pesant. Mais non, je pense que non, les clubs, je sais pas, Cyril, s'il y a J'ai des... une question avant pour toi, parce que tu as connu chez les jeunes à l'OL, et nous, on était capable de t'évaluer pour se donner des objectifs justement de travail, tout ça. Donc, tu avais des notes ou des couleurs pour pouvoir savoir où tu en étais. Est-ce que chez les pros, justement, pour pas avoir les notes des médias,
Est-ce que tu avais des retours journaliers ou tu avais des notes ou des couleurs ou quelque chose qui permettait que l'entraîneur te dise, voilà ton axe de travail. Est-ce qu'on vous donne est-ce qu'on continue à vous former en fait? Bon, on n'était pas évalué sur des notes ou des couleurs, mais par contre, oui, on avait des discussions, on avait des rapports avec les entraîneurs. C'était chaque semaine? Non, pas forcément. Bah après, l'entraîneur, il n'a pas forcément le temps de... Ouais, mais si par exemple tu arrives en fin Je pense que ça peut être le rôle d'un adjoint, par exemple. D'accord. Pour moi, l'adjoint, sur ces aspects-là, il a un rôle important. Et toi, tu mettais des notes ou des couleurs Non, moi, à chaque match? Je trouve que d'abord la note est subjective. De 0 à 10 ou de 0 à 20, je trouve que c'est trop complexe. Par contre, j'aime mettre des couleurs. Ouais. J'aime mettre des couleurs En fonction de la performance du mec sur le match. Exactement. Ok. Je ne la mets pas seule, je la mettais avec le staff parce que je trouve que le prépa mental, le prépa physique, ils ont également leur ressenti, ils sont des experts dans leur domaine et ils connaissent le football. Donc après, on faisait une moyenne, quelque chose de médian, et après on mettait une frise de tous les matchs à mi-saison, de tous les matchs allés, et on recevait la famille avec le joueur et on leur disait, voilà, si t'es tout vert, tu pouvais te dire qu'en fin de saison, le passage s'ouvrait pour toi. Si t'es tout rouge... Ça, tu le fais encore, ça? Oui, parce que je pense qu'il faut être honnête. Non, mais je pense que pour les jeunes, je pense que c'est bien. Après, nous, quand tu arrives dans le monde pro, aujourd'hui, tu travailles beaucoup avec la vidéo, par exemple. Et avec le monde pro, pour moi, tu as toujours à apprendre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais complètement. Mais c'est fait différemment. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, on parlait des analyses vidéo. Aujourd'hui, c'est impressionnant. C'est un domaine où l'évolution, elle a explosé avec la data. Via les applications, ils nous envoient. Tu vois, c'est vraiment... À l'OL, je crois qu'ils sont 4 là maintenant, analyse vidéo sur la première. Oui. Gamin m'a dit, là, il passe à 4. Ah ouais, ils sont paquets. Et puis on est... Ouais, clairement, c'était 5, 6. Après, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour se former et tout. Mais tu sais quoi, aujourd'hui à l'OL, ils ont les caméras au bord du terrain. L'analyse vidéo, il n'a même pas besoin d'être... il peut rester dans son bureau. Et il découpe les séquences. Et en salle, c'est encore c'est un peu dans le rang. T'as en fait, les antennes tout à l'intérieur de la salle, ça te modélise le terrain et tout. C'est une folie. Avec les GPS, t'as les déplacements et trucs. C'est plus tes petites cellules, Fab. C'est fou. J'ai vu dans une interview que tu parlais de développement du joueur sur la semaine et d'entraînement d'une équipe le week-end ou quelque chose comme ça. Comment tu arrives à jongler entre justement ce focus très individuel peut-être sur la semaine, parler du développement du joueur qui doit passer les étapes dans l'académie, mais en même temps avoir cette culture d'équipe sur tout ce qu'on vient un peu d'évoquer, de gagner, de faire vivre en collectif des émotions qui au final sont le contexte de la pratique. Comment tu arrives à justement jongler sur ces deux aspects? Alors, je pense que la semaine, on entraîne le joueur. C'est-à-dire qu'on va maintenant de plus en plus sur des plans d'individualisation pour continuer. Tout à l'heure, tu disais très bien de développer le point fort. Parce qu'on dit souvent, on va travailler le point faible, mais non, il y a un point fort, il faut le garder. Je pense que c'est super important. Et puis après, si on peut utiliser le pied gauche, à défaut d'être très bon, au moins qu'il soit moyen, utile. Donc la semaine, pour moi, c'est le joueur, c'est l'individu. Et par contre, le week-end, c'est le management, c'est l'équipe. C'est-à-dire que j'entraîne la personne et je manage après, je coach l'équipe le week-end. L'équipe, c'est au-dessus de tout et l'individu se met au service de l'équipe le week-end. C'est ça, pour moi, ce que je veux suivre sur la semaine. Et tu arrives à connecter, on parle maintenant de gens, moi j'ai remis un peu le pied dans l'entraînement du football et plus que de la prépa. On parle maintenant de modèles de jeu, de modèles, de comment on va justement les comportements spécifiques au poste. Donc on va attendre. Comment toi tu arrives à connecter ça sur l'aspect individuel de la semaine, mais en même temps ce projet équipe où c'est très individuel, j'attends ça de tel joueur, mais comment j'arrive à connecter quand même à ce contexte match qui vit peut-être avec plus d'interaction, qui vit avec... Est-ce que tu as des situations particulières? Est-ce que tu as justement des fois c'est que l'aspect très analytique, très ciblé sur le geste, sur le comportement? Est-ce que tu arrives à intégrer sur des parties un peu plus globales? Elle est longue ta question. Ouais, attention. De toute façon, alors moi je suis pas un grand théoricien, je suis pas le gourou je pense que c'est un va-et-vient entre l'analytique et le global. Il n'y a pas de vérité. Il y a des joueurs qui ont besoin de plus d'efforts à un moment donné.
de répétition gestuelle, pour de la mise en confiance. Et puis après, il faut l'ouvrir à ce qui se passe sous pression. Tu parlais des 2-3 premiers mètres avec sous pression de l'adversaire dans un contexte par rapport au temps et à l'espace. Donc voilà, analytique, global, c'est un va-et-vient pour moi. C'est comme dans, Bastien a travaillé avec moi, dissocier, intégrer. Ouh là là, on parle de ça, c'était... C'est les nouveaux... C'est un va-et-vient. Les nouveaux mots. Moi j'aimais bien en début de... On sortait de vacances, les joueurs étaient frais, il fallait refaire de la caisse sans ballon. Sans ballon. Parce qu'en fait, on a trop, je trouve, dans les nouvelles générations de coachs, donné le ballon aux joueurs. C'est mon avis. Et qu'on a perdu le goût à l'effort. Et sur les retours défensifs, sur toutes ces choses-là, je trouve qu'on a un peu laissé tomber parce qu'on leur a donné trop de caviar. Donc je disais à Bastien, on commence, ils reviennent de vacances, ils sont frais, on fait du dissocié. On se rapproche petit à petit de 3, 4, 5, 6 semaines vers les vacances, on fait de plus en plus d'intégrés. Voilà. Moi, c'était un petit peu la trame que je lui donnais, et puis après, il faisait ce qu'il voulait. Si je disais de la merde, si je disais de la merde, il était capable de me dire, et on fait autre chose. On tente autre chose. Mais il n'y a pas de vérité. Souvent, la vérité, malheureusement, à haut niveau, c'est le résultat. Et après aussi, pour compléter ce que tu dis, Cyril, en formation, on forme aussi le joueur. Former une équipe, on s'en fout. Mais il faut former des joueurs d'équipe. Former des joueurs d'équipe. Parce que trop d'individualisation, pour moi, c'est la même sémantique que individualisme. C'est-à-dire que si on individualise trop, eh ben, on va créer des joueurs qui vont être individuels. Donc faut sectoriser des fois sur des joueurs de couloir ou des joueurs de ligne, pas de problème. Mais après, si tu donnes trop à un joueur, il faut faire très attention à ça. Et moi, je suis pas réticent, mais il faut dire, faut y aller à petites touches. Ouais, mais est-ce qu'à l'information, on n'a pas perdu ça un peu? C'est-à-dire? On est plus sur... il faut sortir un ou deux joueurs que les résultats... T'as raison, on crée un peu des stack options. Parce que quand on regarde les résultats aujourd'hui... On a besoin de faire de l'économie, donc oui. Mais moi, je me refuse, je suis un entraîneur de foot, je me refuse à travailler pour un joueur et d'avoir autour 10 faire valoir. C'est pas... Non, parce que gagner, même jeune, c'est important, je trouve, moi. Parce que c'est des bases. Hein. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Je suis complètement d'accord. Enfin, je vais prendre l'exemple de Max. Max a commencé jeune, attaquant. Et il a été après, à un moment donné, milieu. Il était capable de jouer en charnière. Je trouve qu'il s'est construit avec ce qu'on lui a donné, sans forcément être, je dirais... après, je sais pas si... Mais après, ça s'est fait naturellement. Hein. Oui, mais pendant les entraînements, est-ce que dans les entraînements, tu switchais d'un poste à l'autre, ou c'est qu'à un moment donné, il y a eu une carence et tu as été là? Parce que moi, je pense qu'il faut toujours un poste et un poste au recours, un joueur. Ouais, est-ce que finalement, je ne suis pas toujours adapté à ces situations-là? Parce que après, moi, le profil que j'avais, comme tu disais, j'étais pas très grand, et après, j'ai beaucoup grandi. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'étais plus le profil, j'avais plus le profil adapté à jouer devant, et le fait de reculer, c'est là où je me suis senti super bien, finalement. Moi, je pense que l'individualisation, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. C'est quelque chose qui est pas forcément français. On importe plein de choses de l'étranger. On aime bien aller voir. Il faut benchmarker pour pouvoir s'inspirer de choses qui sont super intéressantes. Mais je pense qu'en fait, il faut qu'on se dise aussi en France, on a une valeur intellectuelle qui est quand même forte. Et il faudrait essayer de se construire nous-mêmes, les Français. Et je pense que c'est le seul pan, la préparation athlétique. Je dis pas ça parce que vous êtes là. Où vous avez pas grand chose à apprendre, si ce n'est peut-être des Américains, parce que sur certains sports ils sont très performants, mais au moins on n'est pas allé chercher non plus trop ailleurs. Et je pense que dans le football il faudrait se dire nous on est aussi capable de faire des choses. Si tu termines un peu là justement sur ma question sur l'individualisation, toi Max, est-ce que tu as connu ce contexte où voilà, si une fois que tu es passé 6, on t'a fait sortir un peu et dire ok Max, on va individualiser par rapport à ce que tu as besoin en tant que numéro 6 et on va faire tel type de situation. Et après, est-ce que justement tu as vu des différences en fonction des coachs, des méthodos, des pays? C'est plus des systèmes de jeu, des tactiques, mais après tu as une base. Ouais. Et après, comme je disais tout à l'heure, je pense que j'ai toujours su m'adapter à pas mal de choses. Peut-être parce que j'ai un peu de réflexion, d'intelligence de jeu, et par rapport à un partenaire, à un adversaire. Et ça, c'est ton expérience qui fait que tu te sens plus ou moins bien, et par rapport à des situations de match, de fait de jeu, d'entraînement,
Après, je suis un grand amateur aussi de football, donc je regarde énormément de matchs à la télé. Tu vois, c'est des- Et ça, forcément, ça t'aide aussi. Moi, j'ai deux choses, je peux me permettre. Max avait une qualité forte pour moi, c'est le focus visuel. Pour moi, le focus visuel, L'avoir vu avant. c'est super important. C'est ce qu'il scanne tout le temps. Il scanne tout le temps. Enfin, j'adorais le regarder jouer, parce qu'il scannait tout le temps. Peut-être quelque chose qu'il a développé quand il était jeune. Et franchement, pour moi, c'est quelque chose que tu avais vraiment une grande qualité. La deuxième chose, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Ouais. Mais tu vois, pour rebondir sur ce qu'il dit, en fait, regarder des matchs, les joueurs, ils n'en ont pas conscience, mais c'est un apprentissage. Mais ils regardent de moins en moins les En matchs. fait, il regarde des séquences de matchs. Ouais, mais on en revient au même, et le téléphone, même, peut-être t'as le téléphone à côté. T'apprends T'apprends. Du mimétisme, bien sûr. Oui, et puis même à l'entraînement, de regarder les anciens, Ouais, bien sûr. voir comment ils travaillent. C'est tout un truc. Je suis pas sûr que les jeunes aujourd'hui, alors je globalise pas, hein, parce qu'il y en a qui font bien le job, mais dans la majorité, ils ont du mal avec ça. Mais on revient encore au réseau, etc. Souvent, ils reçoivent les matchs. J'ai fait une version à la 32e. Et à la 32e. Ouais. Non, mais c'est ça. Ah bah, Alors qu'en amont, il y a eu des choses. avec les analyses vidéo, c'est ok, il a les vidéos, il demande à ce que le joueur tag son erreur. Et puis en fait, autant il a pas regardé le match, et là, par contre, il a tagué juste son erreur. Et après, il va à la prochaine passe, attends, là j'ai pas le ballon, ok, là j'ai le ballon. Oui, mais parce que aussi, c'est la faute, je pense, aussi dans des clubs, avec le data. Aujourd'hui, il y a des clubs, ils travaillent qu'avec ça. Il a fait tant de passes vers l'avant, tant de passes vers l'arrière, il a fait tant de centres. On parle d'un club comme Toulouse, Ouais. il y a l'âge, mais il y a des clubs, ils regardent que ça, quoi. On s'américanise là-dessus. Le mec de NFL, c'est comment j'ai fait de mettre vers l'avant avec le ballon. On rend des données, et Exactement. oui ou non. En l'espace d'une minute, ils... Et leur but, c'est d'être le meilleur là. Exactement. Ouais, non, c'est pas. Faut un juste milieu entre avoir des données Bien sûr. objectives et aussi nous regarder ce qui se passe, en face de nous. Des fois nos données n'ont pas forcément retranscrire, ou des fois elles vont mal retranscrire aussi. Il y a quand même quelque chose qui est quand même assez présent dans les clubs en général, c'est que oui, on commence à avoir de la donnée, par contre il faut regarder la qualité aussi des données qu'on a, parce que des fois on récolte mal les données, on interprète mal. Donc si tu récoltes mal, si tu interprètes mal, À la sortie, ça vaut à pas. la sortie c'est plus catastrophique que prolifique pour tout le monde, que ce soit le joueur. Moi aussi, je fais un lien justement sur une des compétences que toi tu m'as apporté, c'est ça. Là maintenant sur le GPS, il y a 200 données, il y a 200 colonnes qui disent aussi il y a distance, il y a Rien. distance entre ça. Il faut avoir fait bac plus 10. Il y a un calcul de charge, il y a ce truc-là. Et en fait, tu sais même pas le regarder au final sur la semaine, comment ça évolue avec justement des fois les contraintes pédagogiques qu'on veut aussi mettre en place. Ça, c'est aussi des choses qui, tu vois, quand tu sais traiter la donnée, derrière, tu sais. Quand tu fais un cycle de vitesse, moi en tant que préparateur physique, Ouais. j'en ai rien à foutre de la distance qu'il a fait, le mec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la distance au-dessus de 25 km. Mmh. Ça va être ses vitesses max, ça va Mmh. être ces choses Voilà, sur lesquelles je suis en train de développer, voir s'il a atteint ses objectifs ou pas. Bien Ouais, sûr. c'est en termes d'athlétique, c'est tout. Ça, en plus, quand tu lis à justement l'attente que tu as toi sur l'aspect technico-tactique. On avait Ouais, c'est je intéressant. me souviens qu'on avait des joueurs, et le joueur, il faut faire attention à comment on transmet les données. Ça va revenir sur ce que tu disais, Max. Un joueur qui me disait ouais, putain, t'as vu mon match, j'ai fait 325 mètres au-dessus de 25. C'est bien, Ouais. 325 mètres au-dessus de Ah, 25. mais qu'est-ce que t'as fait avec le ballon? Sauf qu'il en a fait 250 parce qu'il était mal placé, Mmh. parce qu'il a couru, il a cavalé dans son dos, alors il rattrapait avec la vitesse. Mais en fait, ces 250 mètres-là, il les fait parce qu'il est mal placé tactiquement, parce qu'il fait des erreurs en fait. Et il a fait quoi avec le ballon? Voilà, il a fait quoi avec le ballon, toutes ces choses-là. Ça va Donc arriver. il faut toujours les Il a touché 120 ballons, mais ces 120 ballons, il en a fait quoi des 120 ballons? c'est la même. 95% de passes réussies, oui d'accord, mais il a fait avancer le jeu, là. On en fait ce qu'on veut des statistiques. C'est important. Faut voir que la contextualisation, c'est. Que vous voulez aborder, est-ce qu'il y a Peut-être des thématiques, les derniers exercices. Ouais. Il y a un ou deux exercices par Cyril. Un ou deux exercices qui t'a marqué, vu qu'on a beaucoup de coachs et tout ça. Ouais. Type, truc, tu te dis, c'est mon exo. Non, j'ai pas d'exo comme ça qui me vient. J'ai des exos, j'ai bien aimé pendant la période Covid parce qu'il fallait se réinventer.
Ah ouais. Pendant la période Covid, il fallait faire des choses qui étaient un petit peu déjantées. Et donc, j'ai testé plein de choses. J'ai testé, par exemple, un match on parlait de focus visuel parce que pour moi, c'est primordial. Ah, t'as fait avec les bandeaux? Avec des bonnets. Avec des bonnets. Avec des bonnets. Il y avait une équipe, on était tous habillés pareil, une équipe avec bonnet, une équipe sans bonnet pour le focus Ouais. visuel haut. Ok. Et la semaine d'après, en fait, je l'ai fait avec les chaussettes. Ok. C'est-à-dire que la paire de chaussettes, une paire de chaussettes de match pour certains, une autre paire de chaussettes d'entraînement pour le focus un peu plus visuel bas. Et donc les joueurs, faut les surprendre, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. Ah ouais. C'est de se dire, putain, on fait un truc qui sort un peu de l'ordinaire, mais qui va Ouais, nous du servir, quotidien, ouais. qui change. qui va nous servir. Donc ouais, c'est ce type d'exercice-là, vraiment, j'aime beaucoup innover, et puis ouais, le changement, c'est bien. C'est énorme. Le changement, c'est énorme. Et puis après, si on parle d'exercice phare, voilà, moi je suis dans un jeu lyonnais, c'est un jeu combiné, un jeu où les joueurs aiment se faire des passes. J'aime bien travailler avec une règle souvent qui est technique, parce que pour moi, sans moyen, tu peux pas faire de tactique. Une règle qui est technique qui va induire des comportements individuels et qui va générer après des attitudes collectives. Donc j'aime bien, par exemple, on est une équipe, on n'a pas le droit de jouer 2 fois d'affilée à plusieurs touches de balle. C'est-à-dire que moi, si je te fais la passe, Fabien, si j'ai fait 3 touches, tu dois jouer une touche. Donc c'est-à-dire que tu t'informes déjà dans le temps de passe pour jouer une touche avec quelqu'un. Tu joues avec Max, tu peux jouer une touche ou tu peux jouer libre. Après voilà, tu as de l'espace, t'es libre, eh ben, tu fonces, tu vas de l'avant avec le ballon. Mais si tu es sous pression, il faut vite t'informer, il faut vite te dégager de l'adversaire. En fait, il faut vraiment créer une méthode de travail qui réponde à nos nouvelles générations. Parce que je pense que les nouvelles générations conscientisent moins les choses. C'est-à-dire qu'il faut créer des situations d'exercice qui puissent leur permettre qu'ils fassent des efforts sans voir qu'ils font des efforts, qu'ils fassent des choses sans forcément les comprendre. Parce qu'on parlait tout à l'heure du QI football, et je pense qu'effectivement, ils regardent moins les matchs. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut créer des situations aussi où il y a du goût de l'effort. J'aime bien dans les transitions, celui qui perd le ballon et qui marche derrière, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. C'est-à-dire que celui qui perd le ballon, c'est le premier qui doit chasser. Et puis après, si le ballon va à 40 mètres, bien sûr, il va pas chasser. Mais c'est créer des attitudes également à l'effort. Et voilà, sur la préparation athlétique, pour moi, c'est très très important parce que votre corps de métier, c'est le socle de notre travail. Sans PA, sans vitesse, sans jump, sans caisse, on peut pas travailler grand chose. On construit pas une maison sur des marécages. Exactement. Non, mais il a raison, sans physique aujourd'hui, tu peux pas jouer au niveau. Si t'es pas bien physiquement. Toi, t'as vu l'évolution dans ta carrière sur le. L'aspect physique, dingue. il est primordial. Bon, on le voit, hein, on prend un exemple de Neymar au PSG. Footballistiquement parlant, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Physiquement, il était pas bien, il pouvait pas. Aujourd'hui, ça va trop vite, ça va trop fort. Si t'as pas pris l'information avant. Les mecs arrivent plus vite sur toi qu'avant qu'à tes débuts. Pour moi, oui. Ouais, après, je pense que ça dépend les championnats dans lesquels tu joues. Mais en France, c'est un championnat qui est très difficile. Hein. Les joueurs le disent. C'est très très difficile. T'as pas le temps de jouer. Si t'as pas vu avant, t'es mort. Et les coups font mal. Et à l'opposé, un championnat où t'as eu plus le temps, l'Italie, l'Espagne. Le championnat que j'ai adoré, c'est l'Espagne. T'avais plus le temps. Ouais, plus le temps, oui et non, mais c'est un jeu qui est différent. On parlait de préparer ton physique. Là-bas, c'est tout intégré. Tu fais le physique avec le ballon. C'est premier jour de reprise au Taureau. C'est une autre méthode de travail et c'est exceptionnel. Et tu fais d'ailleurs une saison de dingue à Granada. Ouais, non, mais en plus, oui, avec l'entraîneur. Mais c'est vrai que c'est un football qui, c'est ce qu'on a connu à l'OL finalement. Même si on faisait des séances où on axait beaucoup sur le physique, le jeu avec ballon, c'était. Est-ce que c'est là-bas que tu t'es sorti le mieux physiquement quand même? Ou pas? Tu t'es sorti mieux peut-être parce que tu étais. Non, mais mes meilleures années, quand même, ça reste à Lyon. Ça reste quand même à Lyon, mais en Espagne, j'ai adoré. Le football là-bas. Hein. Quand t'es en équipe de France, là t'as un niveau de dingue. Oui. Là, ces années-là. Et en Italie, à l'inverse, c'est réfléchi. Beaucoup de tactique, tu faisais des séances de coups de pied arrêtés qui pouvaient durer 1 heure, 1 heure et demie. Si t'es pas placé à tel endroit, l'entraîneur il te tue. Et pourtant, on avait une équipe de Brescia et des joueurs de ballon. Donc tu dégageais même de la frustration, mais c'est dans les gènes quoi, c'est des Italiens. Ah non, des séances où tu faisais que des 11 contre 0, des circuits de passe. Ah ouais. Pendant 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça c'est dur.
Et ça, quand tu connais pas, moi j'ai eu du mal au début. C'est, T'as 3/4 d'heure de 11 contre 0. tu sais, tu fais passer le ballon au latéral qui donne le mieux qui met le ballon dans le dos au défenseur. Ça, c'était l'exercice, le circuit type d'une équipe italienne, quoi. Ah, tu dois trouver le temps lors des moments. C'était pas toujours simple, mais après, t'apprends quand même. Après, le bon côté, c'est que tu arrives au week-end. Ouais. Ouais, complètement, mais ouais, c'est une autre approche. C'est notre philosophie, notre culture. Et je pense à quelque chose, suivant les championnats dans lesquels voilà, on va voir des choses, le temps de présence à l'entraînement. Il y a eu en France, par exemple, où les mecs arrivaient, eh ben, ils partaient, ils arrivaient, ils faisaient la séance, c'était les premiers dans la voiture. Et tu as des pays, enfin plutôt des clubs, où les gens, bah, tu es obligé de manger à midi et de repartir derrière, enfin tu as un temps. Mais moi je trouve que l'évolution s'est vachement faite là-dessus. Maintenant, c'est le premier dans sa voiture derrière. Ouais, mais il y a quand même une chose qu'on voit, c'est que les grands joueurs, Il reste. ils sont là avant tout le monde, ils terminent après tout le monde, quoi. Il n'y a pas de secret, hein. C'est la salle avant, la salle après, et ça tous les jours. C'est ce que j'ai essayé de faire passer un peu comme message un peu à Clermont, et c'est là où j'ai vraiment vu la différence par rapport aux autres clubs où j'ai joué. Et tu comprends pourquoi ces joueurs sont là, en fait. Ils suivent pas, quoi. Pourtant, Parce que t'es là, ils te voient, hein, ils te voient fonctionner, ils te voient faire. Hein. quand tu es leader, comme tu l'as été, ils savent qui t'es, donc ils savent qui Ouais, suivre normalement. mais en fait, ils s'en foutent. Je pense que le Alors, je sais pas s'ils s'en foutent ou. En fait, je pense que c'est des habitudes qu'ils ont, voilà, exactement. Ils ont peut-être pas l'ambition en fait de. Exactement. Je pense que c'est aussi une question d'ambition, complètement. Hein. Et c'est peut-être leur limite, quoi. Exactement. Ah, bah, parce que ça, oui, forcément, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est l'exigence. Hein. On faisait avec les jeunes, on leur laissait la possibilité. Donc en fait, entre le moment où ils sortent du bus, où ils sortaient du bus, et le moment où on débutait la séance, il y avait environ 15 minutes. Vraiment où ils arrivaient. En fait, on leur laissait la possibilité, si les mecs ils ont envie de sortir du bus, de courir et de venir faire 10 à 15 minutes en plus, ils pouvaient. Ils pouvaient. Et donc il y en avait qui le faisaient, et à la fin de la semaine, c'était une séance en plus. L'anecdote, en fait, c'est que par exemple, il y avait un joueur qui s'appelle Billy Kumitio, qui est parti après à Liverpool. Il avait une VMA, je crois, de 12 km/h. Et on se dit souvent. 12 Ouais, ouais, catastrophe. Comment c'est possible ça? 12 et demi ou 13. Même un gardien, il fait pas ça. Ouais, mais il avait une carence, attention. Ouais, c'était physiologique. C'était une carence au départ. Il avait pas assez travaillé, enfin bref. Et on se disait, bah, on va lui faire en plus après. Bah non, on le faisait faire avant. Parce qu'après, il était obligé de s'accrocher pendant l'entraînement. Ah ouais. C'est-à-dire que tu as fait ton taf pour travailler ta caisse en début de séance, au lieu de le faire en fin de séance comme n'importe qui le ferait. Un bloc 12 minutes avant. Exactement. Il faisait sa séance, et c'est un joueur qui est pro à Liverpool, et respect à lui par rapport à votre travail, parce que c'est une complicité qui s'installe et qui fait que ça réussit, quoi. Ouais, puis d'un côté, c'est ça, c'est soit il a envie, il va la faire tous les jours avant la séance, et pas choisir son confort de dire ok, bah, je suis tranquille, je suis en fraîcheur et je fais après. Et ça fait la diff. Mais quand ça marche, après, quand tu as de la réussite dans les matchs. Ouais, quand tu sens ça, bah ouais, forcément. Du sens. Ah, forcément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qui va derrière. Et vous, qui êtes vous êtes tous passés par des centres de formation, à partir de quand il n'y a pas une obligation de routine? Vous mettez jamais en place une obligation de routine? À partir de quand la routine se crée? Moi, je dis souvent, faut pas contraindre, mais inspirer. Faut initier. Faut initier. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est comme, tu vois, nous, on fait pas de musculation, mais on travaille sur des postures. On travaillait. Et donc, je pense qu'il faut donner du sens pour que tout ce qu'on fait plus tard, ça va. Exactement. C'est une petite. Tu prépares. Voilà, tu prépares. Tu installes un terreau, tu plantes la graine, t'arroses, tu vas rien voir au départ. Il faut en être conscient, mais après, une fois d'arroser tous les jours, ça va pousser. Après, les joueurs, en fait, ils vont aussi après prendre au moment aussi où ils en ont besoin. Alors 15, 16, 17, il y en a, ça vient plus tard, 19. Il y en a, ils ont des routines précompétitives à 14-15 ans déjà. Okay. Et ils ont besoin de... Et ça leur fait du bien. Il y en a, ça s'installe plus tard. Il y en a, ça s'installe jamais. Mais en fait, c'est peut-être leur routine de décompresser et de rien faire. Après, ça aussi, c'est propre à... Bah, je pense que c'est surtout quand tu rentres au centre.
Même si tu l'as déjà en préformation. Il y a un gros travail quand même. Mais au centre. Parce qu'au centre, tu te professionnalises quand même. Un peu, ouais. Et là, tu commences à comprendre que. Il va falloir. Déjà, tu t'entraînes, tu peux t'entraîner parfois, ça dépend, mais des fois tu t'entraînes. Tu doubles. Tu doubles. T'as l'école parfois, alors. C'était Saint-Louis. Ouais, mais bon, elle est pas déjà à l'âge de 12 ans, tu t'entraînes déjà au quotidien. Ouais. Mais bon, t'as pas forcément la salle tout de suite qui est adaptée. Les moyens. Voilà, exactement. T'es pas dans les mêmes conditions, mais bon, je pense que ça a dû évoluer quand même aujourd'hui. Mais Pas tant que ça. Hein. vous avez quand même une salle de muscu? Non, on n'avait pas la salle de muscu. C'est pour la formation. La préfo. La préfo, on a une salle de. Vous avez une petite salle quand même, non? Pour faire du warm-up. Ouais. Donc, notamment l'hiver où on peut commencer à l'intérieur. Mais je pense que maintenant, voilà, il y a une compétence des préparateurs athlétiques qui permet aussi d'être plus dans le curatif, mais d'être dans le préventif. Oui. Je trouve que là-dessus, Ça a évolué, ça a beaucoup évolué. tout ce qui est proprio, gainage, tout ça. Enfin voilà, il y a eu un travail qui était formidable et je sais pas, est-ce qu'on a atteint le plafond de verre ou pas? Mais il y a eu quand même des choses qui ont été faites en 10 ans qui sont extraordinaires, 20 ans, 30 ans, mais qui sont extraordinaires.